Bonjour, bonjour, ici Jonathan. Cet épisode, contrairement aux autres, n'avait pas vraiment de plan de match. Il a commencé avec une question. Benoît, en ai-je vraiment besoin? En parlant d'un vélo de montagne au guidon courbé pour quelques projets de voyage que j'ai en tête. On a finalement parlé de taille de roue, de pneus et de géométrie de cadre. Vous pouvez voir cet épisode comme une introduction à plusieurs sujets que nous aborderons plus en détail dans les prochains mois. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue à Encyclique, un podcast où nous donnons notre vérité sur tout ce qui touche de près ou de très loin au vélo. Je suis Jonathan Viroy. Et moi, Benoît Simard. Benoît, j'ai une question dont je crois que je sais déjà ce que tu vas me répondre, mais je vais quand même te la poser. 8. Est-ce que C'est ça la réponse? C'était pas ça la réponse. La réponse était au nombre de vélos minimum qu'on devrait avoir dans notre le fameux N+1. Non, écoute, comme tu sais, j'ai fait le tour du monde en vélo. Oui. Sur un Surly Disc Trucker. Et quand je faisais mes recherches pour regarder, si on parle, mettons, de 2015, là, savoir quel vélo ça prenait, on dirait que dans le monde du cyclotourisme, qu'on appelle aujourd'hui le bikepacking, oui. Il y a cette mentalité-là qu'il faut avoir une vieille technologie, en tout cas une technologie éprouvée. Parce que si on change de morceau au Kazakhstan ou au Vietnam... Le fameux dilemme des roues 26 pouces partout dans le monde. Là, il y a à ce moment-là, je pense qu'on se la pose plus vraiment aujourd'hui, mais à ce moment-là, il y avait la question 26 pouces versus roues 700. Est-ce que je vais être capable de trouver des roues 700? Des rayons. Des pneus. Oui. Des pneus, des rayons. Mais la même chose avec des dérailleurs, trop de vitesse, je serais pas capable de trouver une autre cassette. Le cadre en acier, parce que là, on va pouvoir le souder. Je connais une personne. J'ai pas eu la même expérience que toi de voyager dans le monde, là. Mais tu sais, c'est quoi les chances que tu vas être dans un pays? Ça dépend pour lequel chose. Où est-ce qu'il n'y aura pas de technologie? Ou est-ce que tu n'auras pas accès à commander une pièce? Mais parce qu'on se pose la question énormément, mais pourquoi? Puis c'est comme, j'allais dire, je connais une personne qui a brisé son cadre, puis il l'a pas fait souder au Pérou. Il a enlevé ses pièces dessus, il a visité un peu la ville, puis une semaine après, la compagnie en avait envoyé un autre où il était, puis il a juste remis ses pièces sur son nouveau cadre. Oh, il est venu dans les années 2000, là, ça, je veux dire, c'est... Oui, c'est ça, normal, où la poste se rend partout, mais je sais pas si je suis d'accord avec ça. En fait, je pense que n'importe quel vélo, tu prends ce que tu es confortable ici, puis tu y vas. Mais là, je suis en train de me reposer ces questions-là parce que le monde a changé depuis quelques années, ou le monde du vélo. On est arrivé, là, il y a eu des roues 27 là, ou 650 qu'on a encore. Je ne sais même plus est-ce que c'est encore à la mode, est-ce que c'est plus à la mode. Il y a des 29 plus qu'on a moins. Il y a des 27 plus. Là, tu es juste dans les roues. Tu n'es même pas dans le cadre du vélo encore. Non, exactement. Puis là, tu as les pédaliers plus larges. Il n'y a pas si longtemps, Jonathan, là, les gens avaient la préconception, la perception que partir en cyclotourisme avec un cadre en aluminium, c'était dangereux parce qu'il allait casser, parce qu'il ne serait pas assez solide, parce qu'il use plus vite qu'un vélo en acier. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Les méthodes de fabrication ont changé. Donc, tu n'es pas obligé d'avoir un vélo de cyclotourisme en acier. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Il y a les vélos de gravel. Quand j'étais à Taïwan récemment, j'avais un vélo de gravel que j'ai installé des supports dessus. Puis je trouvais que j'allais beaucoup plus vite que sur le Surly. Bon, le Surly, c'est comme le vélo, j'appelle ça un tracteur. Là, tu sais, c'est le vélo de cyclotourisme extrême, mais il n'est pas agréable. Mais là, est-ce que c'est la sélection des pneus, c'est les roues? Beaucoup plus que le cadre. Tout le monde avait des Schwalbe Marathon Mondial, Marathon Plus. Ça aussi, ça a changé. Il n'y a pas juste la grosseur des roues, il y a la suppleness, la souplesse des pneus avec des marques comme René Hers, mais d'autres également, où on dit le plus important, c'est que ton pneu soit souple. Ça te fait de la vitesse, ça te fait plus confortable. Le plus large possible, le carcasse est plus souple possible, selon ton style de pilotage puis où est-ce que tu vas rouler aussi, là. Ouais.
Puis, moi, j'ai tout le temps... Le mantra, c'est volume over tread. Donc, le volume du pneu, beaucoup plus que son crampon. Ouais. Bon, mais là, ma prémisse étant dite, étant racontée, je regarde pour là des nouvelles aventures. Et je veux m'éloigner de l'asphalte parce que moi, c'est le bruit des automobiles qui passent de tout le temps. C'est en train de regarder. Puis mon but, c'est de rencontrer des gens. C'est pas d'aller le plus vite possible. Là, je vais en Irlande au mois de mai. Ça va être sur l'asphalte. Pas vraiment un problème, en tout cas pour la majorité. Mais je regarde l'année prochaine ou à septembre, automne prochain, là, faire le Turin-Nice qui traverse les Alpes. Mettons là, 50%. Ça va vraiment être du chemin, des fois du chemin forestier là-dedans. En fait, c'est des chemins militaires. C'est les chemins qui ont été construits durant la Seconde Guerre mondiale ou peut-être même des chemins qui étaient dans les Alpes. Là, il y a beaucoup des anciens cols. C'est des chemins pour les pompiers maintenant. Ils vont utiliser ces chemins-là. Ah oui, vraiment. Même il y a des places, je me souviens en France puis en Espagne, c'est les Fire Road? Ouais, Fire Road, mais pas au même titre qu'aux États-Unis. Là. OK. Mais c'est des chemins qui sont utilisés par les pompiers pour couper à travers des fois les montagnes pour éviter de faire le tour par les routes typiques de voitures. Ben, le genre de chemin, l'approche, c'est sur des routes, soit asphalte ou gravel, relativement plat, aucun problème. Ça, je pense n'importe quel vélo. Puis après ça, quand tu commences à monter, je pense que le chemin est, d'après moi, là, ressemble à ce qu'on a fait, on parlait à chaque fois du Log Driver's Wall, ça, mais des chemins, ce que je qualifie de chunky, c'est-à-dire que je crois que sur un vélo de gravel, ça peut cogner plus. Je trouvais que ça cognait sur un vélo de gravel au Log Drivers. Ma question, OK, j'ai fait des chemins qui cognaient vraiment beaucoup avec mon Surly. T'avais un pneu 26 pouces par 1.5. 1.95. Ouh là là! Mais le genre de chemin, là, au Chili, au Tadjikistan, où c'est très, très long en ligne droite, des planches à laver, là, des anciennes planches à laver, que ça fait juste des vagues avec le vent. Là, c'est créé par des... moi, j'ai vécu les routes du Chili. Je n'ai pas été au Tadjikistan, là, mais... Effectivement, c'est des chemins que les vaches utilisent avec des chariots, puis tu sais, c'est rough, là. Mais ça fait toum, 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 toum. L'espèce moi, de planche. Moi, quand j'y vais, personnellement, ça toum, 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 toum. C'est l'odomètre. Mais toi, t'avais pas 60 kilos, 50 kilos de stock avec toi. Bon, donc je le sais que tu es capable de faire n'importe quelle route avec n'importe quel vélo. J'ai vu des Sud-Américains qui avaient des vélos que je prendrais, que je dis même pas pour aller à la grange, mais qui traversaient le continent, puis ils étaient bien corrects. OK. Mais là, donc, Turin-Nice et éventuellement également, j'aimerais ça me promener en Afrique sur des chemins peut-être plus sablonneux, hors sentier, de la roche, du sable, tout ça. Est-ce que ça me prend un vélo de touring, d'un vélo de bikepack, d'un vélo de montagne pour ça, ou je peux prendre un de mes vélos d'après toi? Ben, écoute, moi, tu me parles de Turin-Nice, puis j'ai un ami qui l'a roulé cet été, puis il a pris son vélo de gravel avec une roue 650 et un pneu par 48 ou quelque chose de gros. Là. Peut-être même un 50. Il y avait des René R, ça doit être un 650 par 55. Ouais. Le Umtatum Ridge. Ouais, sûrement un nom avec un ridge dedans. Ouais. Puis, mais vélo de gravel, est-ce que la position change? En fait, vélo de gravel, c'est tout rentre là-dedans. Hein? Sur un vélo, tu as des facteurs qui vont influencer le pilotage, des facteurs qui vont influencer le fit, puis des facteurs qui vont influer le confort. Peut-être, toi, quand tu parles de ce que tu me parles là, c'est plus par rapport au fit. Mm-hmm. Tu sais, tu me dis entre un vélo de cyclotourisme ou un vélo de gravel, c'est plus... Le fit, tu parles de ta position sur le vélo? Ouais. Donc, tu sais, il y a des éléments qui vont influencer ça, mais là, on va parler plus de hauteur de la direction, la longueur du triangle avant, ou tu sais, le stack and reach, pour ceux qui connaissent les termes là, qui vont avec ça. Mais ça va influencer le fit. Donc, ton fit sur un vélo de gravel ou sur un vélo de cyclotourisme, il peut être exactement le même. Ça ne change pas. C'est pas le vélo qui va influencer ça. Ben, en fait, regarde, tu peux avoir les mêmes cotes
stack et reach sur un vélo de gravel que sur un vélo de cyclotourisme. Après ça, tu vas jouer avec la longueur de la potence, la hauteur de la direction, des choses comme ça. Là, est-ce que tu me parles de positionnement ou tu parles d'un vélo qui va être optimisé pour ce type de pratique-là, pour qu'il soit stable, que même avec des bagages ou quand tu vas arriver dans un sentier qui est plus technique, qui brasse plus. Donc, c'est des choses différentes, ça. Là. Mais en fait, la question que je me pose aussi, c'est que mes vélos de gravel, je peux pas rentrer une roue 29 par 2 points quelque chose. Je vais rentrer, si je mets une roue 700, ça va être maximum, mettons, un 44. 45, puis là, après ça, ouais, c'est ça. Là, puis si je suis dans mon maximum, là, je vais commencer à toucher le toe overlap. Là, mon pied va accrocher quand je vais tourner trop raide. Donc, quand j'ai des pneus de vélo de montagne sur mes vélos de gravel, je mets des 650. Une partie de mon inquiétude, c'est la même chose que je mentionnais au début d'espèce de vieille technologie ou en tout cas de rester à jour avec la technologie. J'ai l'impression que déjà des roues 650, peut-être que pour ma grandeur, c'est ça qui est le mieux. Ben, pour moi, quand tu parles de roue, qu'est-ce qui peut influencer la circonférence, la grosseur de roue que tu vas choisir? Tu parles de grandeur du cycliste. Ouais. Puis des sensations que tu veux obtenir aussi sur le vélo. Tu sais, plus ta roue est petite, plus tu vas avoir un feeling qui va être vif, qui va être un peu nerveux dans le sens négatif du terme, la nervosité du pilotage. Puis si tu prends une roue qui est plus grande, tu vas avoir une sensation beaucoup plus stable. Tu sais, la sélection de ta roue va influencer ces aspects-là du pilotage du vélo. Après ça, s'il faut que tu prennes un pneu 700 par 50 pour avoir du fun ou du contrôle sur le terrain, pourquoi tu ne prends pas un vélo de montagne? C'est peut-être pas le bon vélo que tu choisis en partant, autrement dit. Le vélo de montagne, généralement, il y a un guidon droit et mon tour du monde m'a donné de l'arthrite d'un pouce. Mais d'après moi, tu as déjà vu il y a le Cutthroat, oui, le Taiga. Il existe une quantité phénoménale maintenant de vélos qui vont utiliser des aspects d'un vélo de montagne mais qui utilisent un guidon courbé. Mais c'est le drop bar mountain bike, qui est vraiment la catégorie que je regarde. Mais vu que je le sais que tu as une propension à me dire t'en as pas besoin, c'est pour ça que je veux que tu me dises si j'en ai besoin ou si je me crée des besoins. Est-ce que c'est quoi un drop bar mountain bike? Est-ce que c'est juste quand tu veux faire du sentier, mais que... Ça, le drop bar mountain bike, c'est un produit de marketing. Mm-hmm. That's it. C'est-à-dire? Ben, mets un guidon plat, mets un guidon courbé, ça va changer la façon que tes mains vont être appuyées dessus, mais encore une fois, si tu travailles avec le positionnement du cycliste, il va y avoir moyen d'arriver à quelque chose qui va se ressembler. Donc, si tu as besoin d'un vélo de montagne pour la grosseur des pneus, prends un vélo de montagne. Après, on te fera un ajustement, un positionnement avec un guidon courbé et on va s'arranger pour que tu sois au bon endroit sur le vélo. Bien, la différence, c'est que tu parlais du reach. Un vélo de montagne qui est fait pour... Peu importe, un vélo qui est fait pour avoir un guidon droit va être plus long qu'un vélo qui est fait pour avoir un guidon courbé. Oui, parce que si tu prends l'appui de tes mains, il faut qu'il arrive au même endroit. Toi, tu n'es pas plus grand ou plus petit selon le vélo que tu prends. Fait que nécessairement, sur un guidon courbé, avec la combinaison, c'est aussi la portée du guidon, le reach du guidon aussi. Ouais. Il va te déporter vers l'avant. Typiquement, il y avait des potences qui étaient plus longues aussi sur ce type de vélo-là, comme un vélo de route, là, si on veut dire. Donc, c'est pour ça qu'à un moment, tu n'as pas le choix soit d'allonger le reach ou de le raccourcir pour arriver au même endroit. Là. Je ne sais pas si... Mais est-ce que ces vélos-là, ils ont le mot montagne dans le titre. Est-ce que tu peux mettre des bagages dessus? Ça serait intéressant de comparer la longueur des bases du vélo. Tu sais, parce que concrètement, là, sur le vélo de cyclotourisme, pas nécessairement un vélo de montagne que tu mets un porte-bagages dessus, les bases étaient faites longues pour la stabilité puis pour dégager le talon aussi. Là. Ah, les bases, oui, en arrière, là, en anglais, le chainstay. Oui. Ben, alors là, sur un vélo de montagne, mettons, regarde, un vélo de montagne, OK, hardtail là, typique, là, maintenant, là, ça va jouer entre 415 et 420 mm de longueur de base. Sur toutes les tailles. Là, il y a des compagnies qui vont arriver avec des géométries ajustées en fonction de la taille du vélo. Donc, ça se peut que sur un vélo extra large, il y a des bases un petit peu plus longues.
Mais ça va être relativement tout le temps dans la même zone. Donc, tu sais, je pense qu'on peut... un 420 mm sur un vélo de montagne, ça fait bien du sens. Mais si tu prends un vélo de gravel ou un vélo de gravel ou un vélo, comme tu parles, là, guidon courbé, tout ça, là, peut-être que tu vas avoir du 430. Et plus. Et plus. Dans certains modèles, et plus. Mais 400... Donc, tu sais, c'est quand même plus long. C'est ça mon point. C'est que le vélo de montagne va être fait plus court pour optimiser vraiment la maniabilité. Quand tu es dans un sentier, un single track, tu veux tourner serré, des bases plus courtes vont te donner plus d'agilité, plus de vivacité quand ça vient de temps de tourner serré. Ce qui n'est pas nécessairement ce que tu recherches quand tu fais du cyclo. Donc c'est une des différences. J'avais fait un petit peu, d'ailleurs, moi-même, quelques points. Comment ces points-là de géométrie vont affecter le comportement du vélo? Mais c'est drôle, hein? Là, je m'étais ressorti quelques modèles de vélo, dans le fond. Tu m'as parlé d'un Stargazer. Le Tumbleweed Stargazer, compagnie américaine. J'ai comparé avec un Cutthroat, avec un Taiga de la compagnie Panorama. Le Taiga EXP, hein, qui est avec le XP, exact. Puis, juste par rapport aux longueurs des bases, là, qui est souvent un facteur là, assez déterminant, tu vois, un vélo de route régulier, ou bien même un vélo de route plus endurance, un Krypton d'Argon 18, par exemple. Tu vois, c'est des bases à 415 mm de longueur. Ouais. Donc, c'est plus court qu'un vélo de montagne. C'est plus long qu'un vélo de route traditionnel qui était peut-être à 400 quelques. Ah ouais! Ben oui, parce que quand tu avais un pneu 700 par 28 au maximum... Pour l'aérodynamisme? Oui, plus que la roue était collée sur le tube de selle, ben moins il y avait de turbulence entre le pneu et le cadre. Ah oui. Donc, tu sais, il y a eu des tendances où on voyait la roue était littéralement entrée dans le tube. Là, pour, donc, un vélo de route, nécessairement, c'est fait plus court pour cette rapidité, cette vitesse-là, tu sais, l'aérodynamisme. Mais tu vois, c'est 450 mm sur un... Quand on regarde les longueurs des bases là, sur un Cutthroat, sur un Taiga, c'est 450 mm de long. Avec le Stargazer aussi. Tout ça, c'est plus court. Il est à 430, le Stargazer. Non, il est à 450. OK, dans ce cas-là, c'est le Cutthroat. Excuse-moi, il est même fait un petit peu plus court, le Cutthroat, à 445. Mais effectivement, le Stargazer, 450. Taiga, 450. Tu sais, c'est plus long. Sur le type de vélo dont tu me parles, vélo de montagne avec guidon courbé, ils ont des plus longues bases. Puis ça, est-ce que avoir une plus longue base, est-ce que ça a un inconvénient? En théorie, oui. OK. Mais regarde, je roule mon Blackboro, mon fat bike est super long. 88. Regarde, j'ai facilement un bon 25-30 cm d'empattement plus long qu'un fat bike régulier. Puis c'est pas que je mets au défi, mais je peux rouler les mêmes sentiers, OK, qu'avec mon fat bike régulier, là, avec un empattement régulier. Là, on parle de quasiment un pied de différence. Ça, c'est pas, comme ton pas vélo 5 cargo, oui. Très, 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 très long. Exact. Mais ça pour dire que malgré cette longueur-là, évidemment, il n'est pas vif comme un hardtail super léger, mais si je compare avec mes autres fat bikes, je suis capable de tourner autour des arbres de la même façon, OK? Puis là, on parle vraiment 30 cm de plus, là, pas 10. Si tu vois à peu près pas de différence avec le 30 cm, est-ce que ça veut dire que tout ça, quand on change 2 cm, ça change strictement rien? Bien, encore là, à moins d'être quelqu'un d'expérimenté, tant qu'à moi, là, tu sais, quelqu'un qui est habitué de faire les différences entre ces vélos-là, d'en essayer plusieurs, moi, j'ai l'impression que monsieur, madame, tout le monde, là, il ne verra pas une grande différence. Il va ressentir une stabilité, mais il ne saura pas pourquoi. Puis, tu sais, d'après moi, il n'y a à peu près pas de différence. Là, c'est vraiment... Mais tu vas le sentir ou tu ne vas pas le sentir, la stabilité? Quelqu'un qui n'est pas habitué, là, il ne verra pas la différence entre 420 et 450. Faudrait tes essais un après l'autre, puis même là. Puis même là, je pense que ça prend quelqu'un d'expérimenté. Ah ouais? Oui, qui va avoir la sensibilité de percevoir cette différence-là puis de l'expliquer. Grosseur des roues. Toi, tu parles de circonférence, là? Oui, circonférence des roues. 650, 700 ou 29, là, 27 et 29. Ouais. Mais également, mets là-dedans, pas juste comment tu te sens sur le vélo et la vitesse ou la stabilité, mais également
t'as 2 magasins. Là. Est-ce que c'est plus difficile maintenant de trouver des 650 ou des 27 en magasin? Parce qu'on dirait qu'ils ont comme perdu la bataille là, avec les 29. Oui, effectivement. Le 27,5, là, le 650, écoute, c'est pas en croissance. C'est clairement... C'est plus la direction que les compagnies veulent amener les produits. Clairement. Un de mes points de questionnement, c'est que je pense que je préfère... j'ai jamais vraiment roulé là, sur du 29, mais je pense que je préfère 27 pour ma taille, pour la taille de mes vélos, mais j'ai l'impression que ça peut être très difficile à trouver, surtout ailleurs. Je crois pas que ça soit déjà rendu difficile à trouver. Tu sais, du 26 pouces... Au Québec, dans les boutiques, là, on en a de moins en moins. Là. Ça, c'est clair. Clairement. On en a encore, mais on n'a pas tous les modèles, on n'a pas tout. Ça commence à être limité. Il y en a chez les fournisseurs, mais c'est de plus en plus rare. 27,5, c'est encore facilement accessible, mais j'ai une bien moins grande sélection dans le 27,5 que dans le 29 pouces, par exemple. Donc, clairement, c'est... Ouais, tu risques d'avoir plus de difficultés à trouver un 650 perdu je sais pas où qu'un 29 pouces aujourd'hui. Là. Sauf qu'en même temps, j'ai jamais, en 4 ans sur la route, j'ai jamais changé. J'ai jamais acheté un pneu ailleurs dans un autre pays. J'ai gardé mes pneus. Puis ça, c'est comme l'espèce de 1% que ça arrive. Est-ce que tu veux prendre la chance? Combien de rayons tu traînes avec toi? Il y en a qui traînaient des pneus avec eux. Moi, j'ai jamais traîné un pneu de rechange. Je pense que c'est combien de risques que tu veux prendre. Écoute, même, tu parles de rayons. Je pense que une roue, ça n'a pas changé depuis 100 ans. Là. Tant que ça, là. C'est rond, il y a des broches puis une jante. Mais je pense que la précision des assemblages, le contrôle de qualité, même sur des produits là, de manufacture, là, des grosses compagnies, tout ça, là, le contrôle de qualité est bien meilleur que ce qui était là, 15-20 ans. Là. C'est quand tu as pété des rayons le dernier coup sur une roue, roue stock, là, pas une roue montée par un artisan. Là, puis encore là, si tu pars en voyage et tu fais assembler une roue par un artisan, il y a des bonnes chances que le contrôle de la tension des rayons va tellement être bon que si tu brises un rayon, c'est parce que tu as fait un accident. Là, moi, c'est comme si c'est plus des facteurs qui font aussi peur qu'avant. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, là, mais... moi, je suis pas lourd. J'ai jamais brisé de rayon. Puis mon vélo de mon Surly, là, le Tour du Monde, il y avait 36 rayons. Est-ce que ça serait nécessaire aujourd'hui? Je pense que 32, c'est suffisant. Après ça, c'était des 26 pouces. 26 pouces, c'est plus fort. C'est plus fort que des 29 où les rayons sont plus longs, peut-être. Mais par rapport à ta question de trouver des pneus, c'est sûr que c'est plus facile de trouver du 29 aujourd'hui que du 27,5. Déjà. Mais donc, tu as regardé les géométries des vélos de montagne à drop bar. Penses-tu que j'en ai besoin? La réponse la plus intelligente et la plus plate en même temps, là, c'est tout le temps « ça dépend ». OK. Mais ça dépend. Tu me surprends parce que d'habitude, je m'attendais vraiment que tu répondes non. Non, mais moi, en même temps, je vais pas couper ton plaisir. Là. Si tu veux avoir le bonheur de posséder un vélo supplémentaire, regarde, man, on va t'en trouver un, puis ça va être le fun, on va assembler ça ensemble. C'est un beau projet. Mais ça dépend où est-ce que tu vas rouler. Si tu as vraiment l'intention de rouler dans du terrain, du off-road, ben oui, prends-en un avec un plus gros pneu qui va être un peu plus long, qui va tout avoir des éléments qui vont améliorer le contrôle puis que tu vas avoir sur ton vélo. Là. Est-ce que d'avoir des roues plus grandes a vraiment un avantage? Jan Hein, patron de René S, éditeur de Bicycle Quarterly et saint respecté dans les blogosphères très pointus, lui dit que les roues 29 ne sont pas plus vite que ni les 27 ni les 26 selon lui. Et il a fait des FKT, Oregon Outback sur une roue 26. Écoute, en bout de ligne, c'est probablement que puis je sais c'est quoi tu parles de ce qu'il dit, puis ça fait du sens aussi. Si on parlait vraiment d'une roue solide, là, comme sur une roue en acier qui ne se déforme pas, c'est sûr que plus grand, tu as un avantage. Là, angle d'attaque sur ta roche est. Mais c'est vrai qu'avec la déformation du pneu, c'est ça.
Puis le pneu, là, c'est vraiment, encore une fois, là, ça revient tout le temps à ça. Le pneu, c'est un des éléments qui a le plus d'impact à tous les niveaux sur un vélo. Sur le pilotage, sur le confort, sur tout. Mm-hmm. Tu sais, sur la façon qu'il va se comporter. Tu pourrais changer plein d'autres éléments dans la géométrie, dans les matériaux du cadre, puis tu peux tout changer l'expérience finale en changeant le pneu. Puis donc, comme le pneu se déforme, c'est ça qui va influencer le plus, puis qui va influencer le plus le comportement puis la réaction du vélo. Donc, tu sais, qu'est-ce qu'il disait, je pense, Jan Heinz, c'est que c'est plus le pneu qui va changer que la circonférence de la roue. Carrément. C'est vrai, c'est pas un élément qui est dur, c'est pas une roue en acier ou en bois ou peu importe, que là, tu voudrais qu'elle soit plus grande possible pour rouler par-dessus les obstacles. Il y a un pneu dessus, elle va se déformer de toute façon. Toi, tu roules tout le temps avec des 600. Tu m'as dit, je pense que tu en avais un ensemble de 650. J'ai des ensembles de roues 650. Que tu n'as pas aimé. Ben, j'ai trouvé qu'à haute vitesse, dans certaines conditions, c'était pas aussi stable. Tu ressens la haute vitesse, vivacité. On parle de 22, 24? 70. Sérieux, 70? Oui, mettons, tu descends une côte. Ben, c'est assez précis comme... Non, mais dans des hautes vitesses, là. C'est pas que j'ai eu peur. Donc, j'ai eu peur 3% de ta ride? Oui, mais en général, c'est ça. Dès que tu vas plus vite, la roue est plus petite, elle est plus vive, elle est plus agile peut-être dans certaines circonstances, mais à haute vitesse, moi, j'ai moins aimé ça. C'est pas... Tu sais, l'effet d'une roue 29 pouces, c'est comme si tu roulais sur des rails. Tu le sens que ça traque. Tu as une stabilité qui vient probablement de l'effet gyroscopique. Mm-hmm. Ça aussi, c'est un autre facteur. Mais est-ce qu'il faut être comme 5 pieds 9 et plus pour être confortable sur une roue 29? Est-ce que ça peut avoir l'effet inverse de dire... il y a assurément un gyroscope est trop gros pour moi. J'ai l'impression que la roue est tellement loin en avant. Oui, je pense que oui. Je pense que oui. Il y a un effet proportionnel pour quelqu'un qui mesure 1,65 m ou quelqu'un qui mesure 1,80 m. Mm-hmm. C'est proportionnel d'avoir des 29 ou des 6,50. Ça serait où ta coupure, ça, selon toi? Ben, probablement que notre taille à nous deux, là, on est à 1,70 m près. Là. Ouais. Ben, on est à cheval entre les deux. Mm-hmm. Tu sais, puis tu le vois dans la conception de tes vélos. Regarde, par exemple, toi, tu as remarqué que si tu roulais une roue trop grande avec un trop gros pneu, tu as un contact entre tes orteils et la roue. Ouais. Mais ça peut être une raison pourquoi tu vas préférer le 27,5. En fait, c'est exactement pourquoi j'ai changé. Et là, si tu prends un pneu... Ou tu diminues ton pédalier. Oh! Oui, toutes ces réponses. Ou tu avances ta cale sur ta chaussure, puis là, tu vas créer d'autres problèmes. Ou, tu sais, Mais j'ai jamais roulé ce genre de vélo-là que je te décris, puis peut-être ça serait pertinent de l'essayer, là, mais j'ai juste passer ma jambe par-dessus un Kona Sutra LTD, qui est la même catégorie. Et c'est juste visuellement, je trouvais que la roue 29 était comme grande. Et je trouvais ça, elle la trouvait loin en avant de moi. Peut-être que ça roule super bien. Peut-être que si tu avais pédalé debout sur ce vélo-là, tu aurais eu l'impression que le vélo, il bougeait pas bien parce qu'il était trop de stabilité pour la grosseur des roues. L'effet gyroscopique des roues fait qu'il va toujours essayer de rester droit puis de se relever, puis il va peut-être être moins agréable là, dans cette situation-là. Fait que comme d'habitude, on répond à rien. On répond à rien. Il n'y a aucune réponse qui est mauvaise. Bon. Il y en a des meilleures. Mettons, je m'en vais en Afrique ou dans le Turin-Nice avec mon vélo de gravel puis des roues 650 par 2 pouces. 48 ou 55. Vois, moi, quand j'entends ça, je me dis, tu rouleras probablement pas à des grandes vitesses nécessairement. Quoique des grosses descentes. Turin-Nice, c'est sûr que tu vas faire des bonnes descentes. Ouais. Tu vas vouloir avoir le plus de pneus possible. Donc, probablement une 650 avec un pneu ballon. Oui, mais ça cognait confort, beaucoup le Log Drivers avec ça. J'avais exactement ça. J'avais 650 par 48 coché. Ça cognera pas moins avec un 700 par 44. Non, mais mettons 700 par 29 par 2.3. Est-ce que tu peux avoir trop de pneus? Mais, non, je pense pas. Ben oui, tu peux avoir trop de crampons, trop de pneus, trop de carcasses. Ouais, je te parle pas du cramponnage, je veux pas un pneu de descente. Ouais. Est-ce que tu peux avoir un pneu trop large?
Moi, ça fait déjà quelques années que je pense comme ça, là, mais c'est le plus gros pneu possible. Qui rentre dans ton vélo. Qui va dans ton vélo. Puis quand ton pneu est pas assez gros pour rentrer dans ton vélo, est-ce que tu changes de vélo? Mais hein? Bien sûr, ben, c'est facile. Mais c'est drôle, hein, mais le randonneur que j'ai conçu avec Guillaume de Cycle Golem, il a été pensé... Qu'est-ce que tu appelles randonneur? Un randonneur, là, tu peux mettre un sac dessus, tu sais, pour faire un peu de tout. C'est vraiment un vélo polyvalent. Mm-hmm. C'est pas un vélo de montagne, c'est pas un vélo de route, c'est à quelque part là-dedans. Moi, c'est un vrai vélo hybride. L'idée, c'est qu'on a conçu le vélo en partant avec les roues qu'on avait en tête. En partant avec le volume des pneus. Mm-hmm. Puis autour de ça, on a bâti le vélo. C'était ça qu'on avait en tête en premier, parce que c'est ça qui a le plus gros impact sur le comportement d'un vélo. Puis c'était quoi dans ton cas? La largeur La largeur de pneu, moi, c'est un 700 par... C'est un René R, c'est un 700 par 44. Puis pourquoi c'est ça que tu voulais? Parce que l'expérience que j'en ai eue, tu peux avoir un pneu qui est super souple. Moi, tu vas aller chercher de la vitesse et en même temps du confort de roulement puis du contrôle sur le vélo. Pour moi, ça, c'est un idéal pour qu'est-ce que je fais. Mais si plus large n'est jamais pire, pourquoi tu n'as pas mis un 700 par 55? Ben, à ce moment-là, c'est que là, tu vas aller chercher plus de poids, par exemple. Uh-huh. Ça va changer un petit peu le pilotage du vélo. Donc, pour moi, 700 par 44, c'était comme le bon équilibre entre beaucoup de volume d'air, mais sans que ce soit trop pesant, qu'on passe de l'autre côté, là, du côté obscur. À 48, c'est le côté obscur. Ouais, 48, là, ça marche plus pantoute. Non, c'est pas vrai. Mais il y a des gens qui roulent avec un 700 par 50, ils vont trouver ça hallucinant, c'est sûr, c'est confortable. Es-tu tubeless? Pas, non. Puis la raison pourquoi je roule pas de tubeless actuellement comme ça, c'est que j'aime changer les pneus, j'aime faire des tests, puis tubeless, ça serait juste trop salaud. Puis en plus, quand tu es dans le milieu de nulle part puis que tu as une crevaison qui n'est pas réparée par le scellant, c'est bien plus facile de mettre un tube là-dedans puis continuer. Ça, c'est pour moi. Là, tes tubes, est-ce que tu mets les ultra légers en TPU? Oui. Ouais. Ça aussi, ça va changer. C'est démontré. Là-dedans, il y a de la résistance de roulement beaucoup à l'intérieur du pneu. La déformation qui se crée là cause la résistance. Puis la résistance, c'est de l'effort pour rien. Oui, la friction entre la chambre à air en caoutchouc, c'est du butyl, hein, je pense. Oui, ils vont utiliser ça. La friction entre ce caoutchouc-là et l'intérieur de ton pneu va te ralentir. C'est pas juste une question de poids, c'est vraiment ça la crée déformation. Une résistance, oui, absolument. Et là, pendant longtemps, il y avait des chambres à air en latex. Ça existe encore d'ailleurs. Mais ils ne font pas tous les formats. C'est parce qu'ils n'ont pas suivi avec tous les formats. Peut-être que ça ne vaut même pas la peine pour eux de développer. Oui, j'ai roulé avec ça, même en vélo de montagne dans le temps. Puis? Dans ce temps-là, faire une crevaison à 50$, c'était cher un peu. Ça se répare mal. Puis, vraiment, c'est une question de coût. Mais les TPU... les TPU, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Ça se répare facilement quand même. C'est juste là, il y a quelques nouvelles marques, là, on dirait qu'on en voit depuis quelques années. C'est mettons, 25% du poids ou de l'espace aussi. C'est super facile à transporter. Absolument. Même, il y en a beaucoup, en fait, qui roulent tubeless, mais qui apportent ça juste au cas si jamais il y a un gros trou. Oui, parce que tant qu'à transporter une chambre à air tout l'été dans ton sac, prends la plus petite possible. De toute façon, quand tu vas faire une crevaison, tu vas l'utiliser. Puis rendu à la maison, tu vas la changer, la remettre dans ton sac, puis c'est là que ça devient avantageux. Moi, c'est un des points, quand j'en vends, là, ça, à ceux qui en ont besoin, mais c'est vraiment un des arguments. Je veux dire, tant qu'à traîner une chambre à air, par exemple, en vélo de montagne, qui pèse je ne sais pas combien de grammes, mais c'est réellement, ça peut être jusqu'à le tiers, même le quart de la grosseur d'une chambre à air régulière. Ouais, c'est fou. Mais même, tu me dis souvent que j'en ai pas besoin, mais ça, c'est une des rares choses. Tu m'avais dit... pour accélérer, ou en tout cas avoir l'air, sentir que ton vélo est moins lourd, de changer tes pneus et tes chambres à air, c'est un excellent début. C'est la meilleure place. C'est ça qui va avoir le plus grand impact sur le vélo complet. J'ai tout le temps dit, je préfère avoir un vélo premier prix avec un bon ensemble de roues et des très bons pneus qu'un excellent vélo avec des roues ordinaires puis des pneus ordinaires. C'est quoi des pneus ordinaires? Attends, là, tu prends un pneu à 40$ là, avec des broches au lieu de c'est ça qu'il dit, il y a foldable. Oui, c'est ça. Un pneu qui n'est pas pliable. C'est une tringle en métal. OK. Ça, c'est moins bon? Encore là, ça dépend. Si toi, tu vas travailler tous les jours puis tu peux pas te permettre de faire une crevaison quand il pleut puis qu'il fait 5 degrés, là, un pneu, entre parenthèses, économique, probablement qu'il va avoir plus de caoutchouc. Il va avoir plus de matière dedans. C'est pourquoi il est plus lourd.
il va être plus robuste aussi. Donc, c'est avantageux d'avoir ça. Tu perds un petit peu en vitesse et en confort, mais tu vas gagner en fiabilité, puis tu ne feras pas de flat en le travailler, puis ça, c'est quand même assez important. Donc, un pneu qui ne se déforme pas, qui ne se plie pas, ça coûte moins cher. Bon. En fabrication, il est plus lourd, du côté des manufacturiers, c'est sûr que d'utiliser du Kevlar pour faire une tringle, c'est plus cher qu'utiliser un fil de métal. Bon. Fait que ça va faire varier le prix, ça, c'est sûr et certain. Mais une broche en métal, c'est plus lourd et ça se déforme moins bien qu'une tringle en Kevlar. Donc, le pneu, par définition, il va être moins confortable, il va moins se déformer. Il va créer plus de résistance au roulement parce qu'il se déforme moins facilement. Ouais. Mais c'est avantageux si tu fais le tour du monde et que tu ne veux pas faire de flat. Tu sais, ça ne veut pas dire que, vu qu'il est moins cher, que c'est pas un bon pneu. Il n'est pas bon pour quelqu'un qui veut avoir le pneu le plus léger, le plus souple, puis qui offre le moins de résistance de roulement. Dans le fond, c'est toujours... c'est toujours un compromis, puis un équilibre entre des avantages puis des inconvénients d'un autre, mais le désavantage de un peut être un avantage. Ouais. Donc, tu sais, qu'il soit lourd et robuste, c'est une bonne affaire pour quelqu'un qui ne veut pas faire de flat. C'est de jauger ta vitesse. Ton pneu qui se déforme plus va aller plus vite, mais il va user plus rapidement aussi, parce que tous les fils qu'il y a dans la carcasse, tu sais, c'est un nylon habituellement ou un coton, peu importe là, le matériel qu'ils vont utiliser. Plus qu'il va se déformer souvent, éventuellement, il va user plus vite. C'est quoi un pneu qui est connu, mais que selon toi, il devrait pas ou il n'est pas aussi bon que ce qu'il dit? Et là, bonne question, mais tu sais, regarde, le fameux pneu, un marathon, là. Oui, le Schwalbe Marathon. Connu, de parler connu dans le monde entier. Oui, vraiment. Moi, tu mets ça sur un de mes vélos et je bats de trip. Puis si tu faisais un tour du monde, le considérerais-tu ou même pas? Tour du monde, au traversée du Canada, je vais commencer à mon niveau. Ouais, là, commence pas facile. Tous, non, je pense que je prendrais un pneu quand même un peu plus léger que ça. Ouais. Mais encore une fois, si tu as 100 livres de bagages sur ton vélo, tu auras beau avoir le pneu le plus haut de gamme sur la Terre, il risque d'être gonflé tellement dur pour ne pas fendre en deux, oui, c'est ça, que tu vas perdre l'avantage de la souplesse. Aussi bien jouer ça safe puis mettre un pneu qui n'est pas confortable, il ne sera pas confortable ton bike de toute façon. Fait que peut-être à ce moment-là, peut-être que je garderais un bon vieux marathon pour faire... parce qu'il est plus lourd en plus, parce qu'il y a une bande de roulement. Celui-là, c'est pour ça qu'il est encore plus épais. Il est dur. Ça, c'est un autre beau sujet de conversation. La composition d'un pneu. Moi, j'ai eu la chance de développer des pneus dans le passé, de travailler pour des compagnies, Maxxis, Michelin, entre autres, pour en nommer là, puis chez Specialized aussi dans le temps. Puis c'est impressionnant tout ce qui entre dans la composition d'un pneu, des bandes de protection anti-crevaison, des carcasses en Kevlar pour protéger des perforations. C'est tous des éléments, ça, qui vont donner des avantages, mais qu'en bout de ligne, plus tu mets de protection, tu me parles dans le pneu marathon, une des raisons pourquoi il pèse 4 tonnes et demie, c'est parce qu'il doit avoir une bande de caoutchouc dur à l'intérieur. C'est 8 mm, c'est ça, la bande bleue. À un moment donné, il faut que tu le transportes. Là, tu as travaillé pour Maxxis. Dans d'autres carrières, j'ai eu la chance de travailler pour des distributeurs puis dont j'étais responsable de certains comptes, puis des manufacturiers comme Maxxis, entre autres. Puis après ça, comme athlète, j'ai aussi eu l'occasion de tester des produits puis de participer au développement de certains pneus. Vélo de montagne, là, les magasins qui ont des murs de Maxxis, DHF, DHR, ça, est-ce que ce pneu-là mérite son attention partout ou c'est surévalué? Tout le monde a ça parce que tout le monde a ça. Assez longtemps là, pour voir passer les modes. Okay? Puis à un moment donné, tu n'avais pas le choix d'avoir du IRC. Là, c'était the shit. Okay. Là, après ça, c'était Kanda. Kanda, qui était une marque ridicule au début. Ouais. Là, c'est devenu... Le plus gros manufacturier de pneus au monde de Taïwan. Ça, c'est leur nom à eux. Après ça, ils fabriquent des choses plus haut de gamme pour d'autres compagnies. Là. Mais pendant un certain temps, là, Kanda, là, c'était... Wow, OK, là, ça prenait ça. Là. John Tomac avait signé un tailleur, comprends-tu? Quand je travaillais chez Sport Top Chrono... avec Denis. Avec Denis et François, il y avait eu les pneus... c'était quoi donc? Sûrement que tu vas le savoir. Il faisait en espèce de verre... le Michelin. Le Michelin, hein, c'est ça. En silice. Il y en avait des rouges et des verts, je crois. Mais ça c'est Pana Racer qui ont fait des pneus rouges et gris.
Mais ouais, mais c'est pas la même année. Les verts étaient vraiment très, très beaux. C'est pas Maxxis, mais Michelin avait un pneu rouge dans leur série Wild Gripper pour la descente. Là, à ce moment-là, on roulait en vélo de montagne 26 par 1.7. À 70 PSI. Oui, parce que ça fendait la boue. Ce qui est un peu vrai, ça. Je pourrais aller rechercher des exemples là-dedans aussi. C'est parce que c'était des chemins de 4 roues. Là, ça n'existait pas, là, du vélo de montagne. Mais on faisait du bikepacking. On faisait du vélo. On faisait du bikepacking, Ben, je te le dis. 26 par 1.7. Il y a personne. Moi, j'ai encore des vélos comme ça aujourd'hui. Okay? J'ai encore des vélos comme ça aujourd'hui, puis je suis un peu rétro parfois. Et ça m'arrive. Je m'en sers à chaque année. Moi, j'ai plusieurs vélos. Là. T'en as combien de vélos? Plusieurs. Je peux pas le dire publiquement. Mais ma conjointe est au courant puis elle est bien d'accord avec ça, il n'y a pas de problème. Elle a passé ce Pourquoi tu cap. ne peux pas le dire publiquement? Non, je le sais pas. Tu sais pas combien t'en as? J'en ai quelques-uns chez des amis, quelques-uns là-bas, quelques-uns là. Mais ça pour dire que ma règle pour les conserver, c'est qu'il faut que je m'en serve au moins une fois par année. Est-ce que c'est en haut de 15? Oui. Ben oui, puis là, on a déménagé, j'ai un plus petit garage, j'en ai moins. Ça, quand tu dis 15, là, ou en haut de 15, ça ne compte pas tes enfants et ton épouse. Non. Fait que tout le monde ensemble, c'est 30? Écoute, man, j'ai des magasins de vélo, j'en ai bien plus que 30. Ouvre un musée? Il y en a certaines pièces qui pourraient faire partie d'un musée, effectivement. On a chacun nos maladies, là. Bon, ça, c'en est une des miennes. Excuse, t'allais dire quoi avec t'as beaucoup de vélos? Donc, j'en ai encore qui a des roues 26 pouces. Mm-hmm. Et même sur ces vélos-là, j'avoue que j'ai enlevé les pneus qui étaient de plus petits que 2 points quelque chose. Okay. As-tu du plaisir à rouler sur du 26 pouces encore? Oui. Pourquoi? C'est un défi. Vraiment. C'est pas du plaisir, c'est un défi. Oui. C'est pas naturel, donc tu trouves qu'il te manque quelque chose? Écoute, tu peux pas rouler de la même manière. Il faut adapter ton pilotage. Puis j'aime ça. Moi, personnellement, c'est comme quelque chose qui me drive là, de m'adapter. Je veux pas aller le plus vite possible. Mais est-ce que c'est la grosseur du pneu ou c'est la géométrie du vélo qui était comme trop agressive? Toutes ces réponses. Ouais. J'ai des bikes, tu t'embarques là-dessus, tu te dis comment on faisait pour rouler? Ben oui. C'est hallucinant. C'est steep. La potence, t'es penché. N'importe où. C'est ça. T'es penché, mais tu sais, c'est potence de 120 mm. Sur certains vélos, oui. Ouais. En mountain bike. En mountain, oui. C'est comme, ça fait aucun sens avec des petites roues avec des angles de direction super serrés. Écoute, c'était n'importe quoi. Mais j'ai encore du plaisir parce que tu vas pas vite. Mais il faut vraiment que tu travailles avec le vélo. Est-ce que tu penses que dans 15 ans, on va regarder les vélos qu'on a aujourd'hui et on va se dire la même chose? Moi, qu'est-ce que je vois là, actuellement? Il y a plusieurs vélos qui se développent, comme les vélos que tu regardes. C'est des catégories qui n'existaient pas nécessairement avant. Puis là, oui, on voit les tendances, mais tout ça, là, on a parlé comme pour les marques de pneus qui étaient à la mode il y a 5 ans, qui ne sont plus là. Tu me parlais des murs de Maxxis. Maxxis avait le vent dans les voiles. Là, il y a d'autres marques qui s'en viennent. Là, on commence à parler de Continental, qui recommence à prendre la bonne grâce des pratiquants. Je trouve qu'ils ont une bonne... Ouais, Vittoria, je sais pas qualité-prix, ils ont des pneus pour la route, partout. la montagne, là, mais tu sais, les Vittoria des fois, ça va être influencé par les distributeurs. Ça. Il y a Michelin qui est rendu non existant dans le monde du cyclisme. Puis pourtant, ils sont venus au monde comme ça. C'est eux qui ont inventé quasiment les pneus. Vélo de route en Continental, on en voit énormément. C'est quoi? C'est les GP 5000? Les Grands Prix 5000. C'est ça. Hein? Boom. Puis est-ce que c'est juste des modes ou c'est parce que c'est vraiment, ils arrivent avec quelque chose qui est bon? Ils ont des produits de qualité, ça c'est sûr et certain. Mais en même temps, c'est ça. Peut-être qu'il y en a un qui a une meilleure idée marketing, ils ont fait un meilleur placement produit que d'autres. Mais où est-ce qu'on va être rendu dans 15 ans? Tu demandais tantôt qu'est-ce qu'on va regarder quand on va regarder derrière nous, de quoi ont l'air les vélos. Moi, je pense là, actuellement, ça c'est mon opinion, là, mais on est en train de se rendre dans une direction qui était très enduro, des angles qui étaient ouverts encore plus que les Storm Jumper en 81. Là. On est rendu dans du 66, 60... L'angle des directions, 64 degrés. Tu regardes le Chamois Hager de Evil Bike, là, leur gravel bike avec une direction comme un bike de downhill. Le Chamois ou le Chamois? C'est pas Chamois. C'est le Chamois Hager. Ça, c'est l'espèce de vélo en carbone qui
ressemble à un vélo de hardtail, mais c'est un vélo de gravel. Ouais. Il a l'air très, très, très agressif, mais c'est un vélo de gravel avec des slicks, c'est ça? Que tu dois pas pouvoir pédaler debout parce que l'angle est tellement ouvert en avant, puis ça doit pas avoir de bon sens. Il y a quelqu'un dans le groupe de gravel qui en a un. Salut Stéphane. Qui a de la misère à monter. Puis, est-ce que c'est son vélo? Sais-tu quoi? Je pense que ça peut avoir rapport avec son vélo. Oui, parce qu'à basse vitesse, un vélo qui a trop d'angles comme ça, la chasse de ce vélo-là à l'avant, là, c'est terrible. Tu peux pas. Mais ça fait quoi si ton angle est plus. Donc, plus petit est ton angle, 64, versus, mettons, quelque chose qui serait un 70, 72, hein, je pense, sur un vélo de gravel d'habitude? Non. Oui, vélo de gravel, même là, ça s'en va vers du 70 degrés. On va parler d'un angle ouvert, 66 degrés, par exemple. Downhill. Ça veut dire que ta roue est portée en avant. Vers l'avant. Ouais. L'angle est plus ouvert. Donc, ça va donner beaucoup de stabilité à haute vitesse. Mais quand vient le temps de se lever debout puis pédaler à basse vitesse, ça peut avoir un comportement un petit peu plus erratique. Quand tu es dans du 70 degrés, 71 degrés, qui sont des angles peut-être typiquement de vélo de route, là, c'est sûr que c'est vif comme pilotage. Tu es dans un peloton, tu veux pouvoir faire un mouvement rapide, te tasser. Ça va être parfait, mais à haute vitesse, selon les autres paramètres, parce qu'il n'y a pas juste ça qui va influencer la stabilité, 70 degrés, c'est plus vif, puis 66, c'est beaucoup plus vache. Puis si tu mets des bagages, est-ce que ça change ça? Ça te ralentit? Ça dévivifie ton angle? Oui, dévivifie. Mais si tu as un vélo qui est trop ouvert avec des bagages dessus, là, à basse vitesse, tu ne pourras pas tourner. Puis comme tu roules souvent à basse vitesse, tu es loadé de bagages, tu veux juste faire une petite manœuvre. Écoute, si ton vélo il est trop ouvert à l'avant, ça ne tournera pas. Tu ne pourras pas te déplacer. Bon, Ben. Oui? Qu'est-ce que ça me prend là, pour mon Turin-Nice puis mon épopée africaine à venir? Pour moi, l'Afrique, ça sonne sable, roche, puis vraiment off-road. Bien plus que Turin-Nice. Turin-Nice, tu vas faire ça avec un vélo. Ça, c'est facile. Des 32. Mais si tu veux avoir un bike pour faire les deux, vas-y avec ton tumbleweed. Ah ouais, on se gâte. On monte un projet. Bon, ben, à suivre, j'imagine. On parlera de pneus puis de freins puis de dérailleurs. Tantôt, on disait, c'est quoi la limite, mais tu n'auras jamais de trop gros pneus, là. Tu vas avoir du plaisir avec ça. Ben, je sais pas si on a répondu à des questions, mais... En tout cas, on a encore plein de réponses. Fait que, hein? @ Espresso Sport. Alors, on va clore ici ce chapitre, mais on prend vos commentaires et si vous avez des questions qui ne cherchent pas trop de réponses claires, on est là. Ben, comment on te joint? @ Espresso Sport. Et je suis disponible au @ Jonathan Berroy. Merci pour votre écoute et à bientôt pour d'autres encycliques.